Et bonjour, bonjour et bienvenue dans ce nouveau live de Planétéo. Je suis Théo et je vous accueille aujourd'hui sur ma planète pour un nouveau live de lecture. Et oui, aujourd'hui, et si on lisait trois contes écrits par Gustave Flaubert. Aujourd'hui, nous lirons le deuxième conte de ce recueil, de nouvelles en fait, hein, la deuxième nouvelle de ce recueil, qui est la nouvelle, et le titre est un petit peu long, alors je le reprends sous les yeux, La légende de Saint Julien l'Hospitalier. Est-ce que vraiment on va partir sur la vie d'un saint? C'est un genre littéraire à part entière, j'ai envie de dire, la vie de saint. Donc, est-ce qu'on va partir sur ce genre de récit? Je ne sais pas du tout à quoi m'attendre vraiment, mais on va le découvrir très rapidement. Si vous me regardez sur YouTube, comme d'habitude, n'hésitez pas à regarder directement dans la description de la vidéo, ainsi que dans la barre de lecture de la vidéo. Il s'y trouve des timecodes qui vont vous permettre de passer l'introduction, de passer les pauses que j'effectuerai dans ma lecture et d'aller directement au chapitre qui vous intéresse, puisque oui, encore une fois, cette nouvelle est composée de différents chapitres. D'ailleurs, j'avais repéré brièvement, mais j'ai pas re-repéré, parce que ça fait quelques jours que j'ai repéré. Ouais, je pense qu'on va faire le chapitre 1 qui fait 12 pages, puis on enchaînera avec le 2 et le 3 directement, parce que sinon, on va vraiment faire des parties de lecture courtes, ça n'aurait pas grand sens. Donc on va faire ça, chapitre 1, puis chapitre 2 et 3. Il n'y aura qu'une pause aujourd'hui. Avant qu'on entame la lecture d'un cœur simple, non, pas d'un cœur simple, pardon. C'est parce que sur la couverture du livre, c'est écrit Flaubert, un cœur simple, trois contes. Je pense que le conte Un cœur simple, donc la nouvelle qu'on a lue lors du premier épisode, est clairement la nouvelle la plus connue. D'ailleurs, quelqu'un m'a fait remarquer depuis la rediffusion que c'était un titre très bien trouvé. C'est vrai que j'avais pas fait le lien, le raccord à la fin de la lecture précédente, mais c'est vrai que Un cœur simple va très très bien à cette nouvelle et à ce qu'elle essaie de dire, je trouve. Hem, donc pour le coup, bon point. Je trouve que le titre est «juste» entre guillemets. C'est vrai que pour le moment, je vous rappelle, j'ai eu une histoire un peu compliquée avec Flaubert et pour le moment, je suis toujours pas giga emballé. J'ai trouvé ça assez qualitatif et je me suis dit: «OK, je vois qu'il y a des qualités, mais c'est pas ma came» et pour le moment, je suis pas emballé, outre mesure. Hem J'avais dit que je mettrais un 3 ou 3,5 à chaud sur Babelio, sur 5. Je pense que ma note, ouais, s'arrêterait sur 3,5 avec, une semaine de décalage, de délai comme ça. Je pense que je m'arrêterais sur un 3,5 à peu près. Donc voilà, j'ai trouvé ça sympathique. Je suis surtout content d'avoir découvert et d'avoir franchi le cap de tendre la main, à mon ennemi juré. Non mais ouais, franchement, je pensais pas relire du Flaubert un jour, donc c'est déjà bien que je l'ai fait et je suis content d'aller vers lui. Maintenant, j'espère que les 2 autres nouvelles vont peut-être, me faire changer d'avis, ça serait cool et je demande que ça. Avant qu'on entame la lecture, je vais brièvement vous montrer un petit achat que je me suis fait, qui suivra la lecture du tome de One Piece sur ma table de chevet que je suis en train de terminer. Il s'agit d'un Stephen King Cujo. J'aime assez la couverture. Pourquoi je vous en parle? Tout simplement parce que personnellement, je n'ai jamais lu de Stephen King et je me suis mis un peu un truc en tête. C'est quelque chose que je faisais un peu déjà naturellement, sauf que là, je l'ai organisé. C'est-à-dire que je me suis dit, comment vous expliquer ça? Il y a une question qui vient souvent dans mon esprit, comme ça, se balader, qui est: est-ce que finalement, ça serait pas un bail aussi, ce serait pas un choix, légitime en quelque sorte, de dire: «Bah, en fait, moi, ce que j'aime, c'est, One Piece et je sais pas moi, Les désastreuses aventures des orphelins Baudelaire, donc je ne lis que ça et puis voilà». Ou est-ce que, quand même, c'est important de varier, de diversifier, de faire des découvertes et de chercher à élargir mon champ d'action, mon champ de possibles, mes points de vue et cetera? Et je pense que à titre personnel, il y a quelque chose qui me plaît bien là-dedans. C'est quelque chose que j'ai essayé de faire aussi sur les lectures en live d'ailleurs, de varier, de diversifier. Je crois qu'il y a quelque chose de fondamental chez moi de vouloir presque presque
c'est bizarre ce que je vais dire, mais presque au-delà d'être curieux, de vouloir être curieux. De trouver quelque part, en tout cas en ce qui me concerne, que c'est quelque chose d'important, une qualité intéressante, et cetera. Et du coup, j'essaie souvent de varier, de ne pas aller forcément vers ce que je connais et ce dont je suis à peu près sûr d'apprécier, le travail et ainsi de suite. Mais voilà, de rester curieux, de rester ouvert, de me dire: «Ah, il y a peut-être des choses que tu connais pas qui pourraient aussi te plaire», même des choses que tu sur lesquelles tu as des a priori négatifs qui pourraient t'étonner ou tu pourrais peut-être ne pas changer d'avis, mais comprendre pourquoi ça a quand même un certain succès ou ça peut plaire à d'autres personnes et ainsi de suite. Donc voilà, j'aime bien cette démarche. J'ai toujours essayé de la faire, que ce soit sur mes lectures en live ou mes lectures hors live, de manière un peu naturelle. Là, je me suis un peu organisé, c'est-à-dire que je me suis fait une liste. En fait, j'ai un petit carnet sur lequel je me suis fait une liste d'œuvres, on va dire, confortables pour moi, d'œuvres où je sais que de toute manière je vais bien kiffer, hem et d'œuvres aussi où j'ai l'intention de les terminer. Où je me suis dit: «Bah, en fait, ça, c'est sûr que tu vas le terminer parce que c'est un truc que tu poursuis depuis des années et des années». Genre One Piece, je pense que ça fait au moins 15 ans, si ce n'est plus, mais ça fait au moins 15 ans que je m'achète des tomes très régulièrement et One Piece, je sais que je veux terminer de toute façon l'histoire, je sais que je veux, lire dans son intégralité. Hem, Pareil, par exemple, avec l'œuvre de Zelazny, je me suis dit: «Bah, en fait, Zelazny, j'arrête pas de dire que c'est mon auteur préféré, je veux lire toute son œuvre». Terry Pratchett, pareil, de plus en plus, je me dis que j'ai bien envie de lire toute son œuvre. Voilà, plein de petites séries ou d'auteurs comme ça, où je sais que de toute façon, pour moi, c'est du bonbon. Pour moi, c'est, plaisir garanti et j'ai la curiosité et de toute façon, j'aurai la satisfaction à le lire, quoi qu'il arrive, c'est certain. Donc, je me suis fait un peu une pioche comme ça, où du coup, j'ai décidé qu'une lecture sur 2, j'allais piocher dans ce qui était safe pour moi et une lecture sur 2, j'allais essayer d'aller vers l'inconnu, d'aller vers, heu, soit des choses, bah, encore une fois, que sur lesquelles vraiment je n'ai aucun avis, soit des choses sur lesquelles j'ai un a priori négatif, mais qui vient peut-être d'un peu nulle part et qu'il serait judicieux de remettre en cause. J'aime bien la phrase: «Faut tester avant de détester». Donc voilà, je j'ai un peu cette philosophie-là. C'est pourquoi j'ai acheté Stephen King Cujo, parce que Stephen King, c'est un gros classique, c'est un auteur ultra, ultra populaire, et je l'ai jamais lu. Donc déjà, je me dis: «Ah, ça manque à ta culture, c'est une petite lacune, vas-y, tente le coup». Surtout que, enfin, il est tellement plébiscité aussi, c'est ça le truc, que je me dis: «Bon, il y a forcément des choses intéressantes à aller chercher là-dedans». Hem, mais c'est vrai que je suis allé à la librairie, j'ai pris, le rayon dédié à Stephen King parce qu'il y a vraiment un rayon dédié, quoi, avec des tas d'œuvres. J'ai regardé toutes les couvertures, toutes les quatrièmes de couverture et toutes les quatrièmes de couverture m'ont un peu laissé dubitatif et je me suis dit: «Mmh, comme ça de prime abord, j'ai quand même l'impression que c'est pas ma came». Donc j'ai fini par vraiment lire toutes les quatrièmes de couverture et me dire: «OK, lesquelles me parlent le plus? Lesquelles je me dis, il y a un potentiel intéressant pour moi?» J'ai hésité entre Misery, qui est certainement l'un des plus gros succès, du monsieur, qui est, vraiment, acclamé pour le coup, comme, un texte très, très bon et Cujo. Cujo qui est beaucoup moins connu, je pense. J'ai finalement pris Cujo. C'est vrai que la quatrième de couverture, d'un côté, je me suis dit: «Ouh là, ça a un potentiel nanardesque assez fort» et à la fois, je me suis dit: «Ça peut être intéressant» parce que justement, s'il est autant un maître de l'horreur, qu'on ne le dit, bah, j'ai hâte de voir ce qu'il va savoir faire de ce plot, enfin ouais, de cette intrigue qui, résumée comme ça en quelques lignes sur la quatrième de couverture, me laisse penser que, mouais, il y a un potentiel nanardesque. Il y a un potentiel kitsch, le truc de, je sais pas, j'ai trouvé en tout cas le délire de bah, je vais vous lire la première ligne et vous allez comprendre. Cujo est un Saint-Bernard de 100 kilos, le meilleur ami de Brett Camber, un gamin de 10 ans. Et grosso modo, si j'ai bien compris, c'est l'histoire d'un chien qui va devenir un peu taré, quoi. Et j'étais en mode: «Ouais».
Ça me semble faire un scénario, de série B d'horreur, pourquoi pas, tu vois? Mais bon bref. Donc je sais pas, je demande que ça d'être étonné. Hem et quand même aussi en surplus, une autre raison qui a fait que, c'est que je me suis dit: «Moi depuis que je suis petit, je ne suis pas à l'aise du tout avec, les chiens». Je suis pas très à l'aise avec les animaux globalement, notamment les animaux de compagnie. J'ai l'impression d'être plus à l'aise avec les animaux sauvages que les animaux de compagnie, mais bon bref. Je suis pas très à l'aise avec les animaux, notamment les chiens. Avant, j'aurais clairement dit que j'avais peur des chiens. Maintenant, je sais pas si je dirais peur. C'est toujours compliqué, mais ça va mieux. J'ai fait des gros pas, on va dire. Et du coup, je me suis dit, si vraiment il arrive à faire quelque chose dans cette œuvre de d'horrifique et de terrifiant et d'intéressant psychologiquement, etc., avec la peur d'un chien, peut-être que chez moi ça peut bien marcher. Bref, donc on va voir, on va voir. Si je vous en parle, c'est déjà pour vous partager un petit peu comme ça de, heu, de sorties, j'allais dire de sorties culturelles, mais c'est pas tellement une sortie culturelle parce que c'est sorti il y a super longtemps. Mais en tout cas, vous partager un petit peu mes découvertes culturelles, on va dire. Hem et puis, aussi parce que tout simplement, vous avez vu le nouveau format que je fais sur YouTube en shorts, des extraits de livres et donc je vous ai mis des extraits du livre, hem Le mur invisible, je retrouvais plus le titre. Le mur invisible, je vous ai mis un extrait du livre Des fleurs pour Algernon, qui étaient mes dernières lectures. Je vais pas vous mettre des extraits de One Piece parce que ça fait pas grand sens, je trouve. Par contre, si je trouve des extraits que je trouve, disons, intéressants stylistiquement ou thématiquement, etc., dans Cujo de Stephen King, vous risquez de les voir popper en shorts sur YouTube très bientôt. Voili voilou. Et du coup, Marie qui nous dit: «Il y a quelques jours, j'ai commencé à lire Mémoires d'outre-tombe de Chateaubriand et j'adore». Je te respecte très fort, Marie, puisque, les Mémoires d'outre-tombe de Chateaubriand, c'est quelque chose qui me tente beaucoup depuis très longtemps et en fait, quand je suis allé passer quelques jours à Saint-Malo l'an passé, c'était l'an passé ou il y a 2 ans, je sais plus, et bien, du coup, qui dit Saint-Malo dit Chateaubriand. Il y avait genre, l'endroit où il est né, je crois. Donc bref, il y a une statue de Chateaubriand, enfin bon, bref. Et, et donc dans la librairie de Saint-Malo, il y avait les Mémoires d'outre-tombe dans toutes les formes possibles et imaginables, et à chaque fois ça faisait des pavés et des pavés de genre 10 bouquins de 1000 pages, et j'étais en mode ah j'ai très très envie de découvrir les Mémoires d'outre-tombe de Chateaubriand, mais j'ai la fâcheuse tendance personnelle à ne pas m'arrêter quand j'ai commencé quelque chose. Donc quelque part, si je mets le doigt dans l'engrenage, je vais me sentir obligé de devoir aller au bout. Et est-ce que j'ai vraiment la force et la motivation de me lire je ne sais combien de tomes de je ne sais combien de pages? Je suis pas sûr. Mais bon. En tout cas, ça m'a l'air d'être une lecture en effet très très intéressante. Déjà rien que le titre, je trouve ça génial perso. Bref, j'ai beaucoup bavassé dans cette introduction. Je vous propose de passer sur la lecture de la nouvelle. Installez-vous. Prenez à boire, à manger, vaquez à vos occupations en toute quiétude tandis que vous m'écoutez, et santé. Nous sommes partis pour cette nouvelle. Encore une fois, je ne sais pas du tout à quoi m'attendre. Comme je le disais, on va commencer par le chapitre 1 dans un premier temps. Petite pause, puis les 2 chapitres restants. Et je crois qu'on va avoir affaire à une vie de saint, entre guillemets. On peut regarder très brièvement, mais je crois que les vies de saints, c'est vraiment considéré presque comme un genre littéraire, en fait. Hem, Comment on appelle ça? Je crois qu'il y a peut-être un titre, un nom. L'hagiographie, c'est peut-être ça. Et l'écriture de la vie et ou de l'œuvre des saints. Voilà, c'était bien ça que je voulais lire. Le texte hagiographique étant destiné à être lu. Ah, intéressant. On lui donne souvent le nom de légende, ce qui doit être lu. Oh, je savais pas que légende, ça voulait dire ce qui doit être lu. Trop intéressant, trop intéressant. Bah voilà, je pense, je pense qu'on est carrément, enfin, qu'on est potentiellement en présence d'un texte.
d'hagiographie, un texte qui, raconte la légende, la vie d'un saint, mais par un auteur ultra connu comme Flaubert. Je me demande vraiment ce que ça peut donner à sa sauce. J'ai beaucoup de mal à imaginer la chose. Autant une hagiographie, vraiment avec tout ce que ça a de religieux, et cetera, j'imagine assez facilement à quoi ça ressemble. Autant à la sauce Flaubert, même à la sauce d'un auteur, je dirais, d'un auteur, «quelconque» entre guillemets, pas d'un auteur, vraiment porté en religion, quoi. Je suis vraiment perplexe. Je me demande à quoi ça va ressembler, mais j'ai hâte de découvrir. Je te souhaite une bonne écoute, Marie. Bonne écoute à tous ceux dans l'ombre du chat et à ceux qui me regardent en rediffusion sur YouTube. À dans quelques petites minutes pour la pause. La légende de Saint Julien l'Hospitalier. 1. Le père et la mère de Julien habitaient un château au milieu des bois sur la pente d'une colline. Les quatre tours aux angles avaient des toits pointus recouverts d'écailles de plomb, et la base des murs s'appuyait sur les quartiers de roc qui dévalaient abruptement jusqu'au fond des douves. Les pavés de la cour étaient nets comme le dallage d'une église. De longues gouttières, figurant des dragons la gueule en bas, crachaient l'eau des pluies vers la citerne, et sur le bord des fenêtres, à tous les étages, dans un pot d'argile peinte, un basilic ou un héliotrope s'épanouissait. Une seconde enceinte, faite de pieux, comprenait d'abord un verger d'arbres à fruits, ensuite un parterre où des combinaisons de fleurs dessinaient des chiffres, puis une treille avec des berceaux pour prendre le frais, et un jeu de mailles qui servait au divertissement des pages. De l'autre côté se trouvaient le chenil, les écuries, la boulangerie, le pressoir et les granges. Un pâturage de gazon vert se développait tout autour, enclos lui-même d'une forte haie d'épines. On vivait en paix depuis si longtemps que la herse ne s'abaissait plus. Les fossés étaient pleins d'eau, des hirondelles faisaient leur nid dans la fente des créneaux, et l'archer qui tout le long du jour se promenait sur la courtine, dès que le soleil brillait trop fort, rentrait dans les chauguettes et s'endormait comme un moine. À l'intérieur, les ferrures partout reluisaient, des tapisseries dans les chambres protégées du froid, et les armoires regorgeaient de linge, les tonnes de vin s'empilaient dans les celliers, les coffres de chêne craquaient sous le poids des sacs d'argent. On voyait dans la salle d'armes, entre des étendards et des mufles de bêtes fauves, des armes de tous les temps et de toutes les nations, depuis les frondes des Amalécites et les javelots des Garamantes, jusqu'aux braquemars des Sarrasins et aux côtes de mailles des Normands. La maîtresse broche de la cuisine pouvait faire tourner un bœuf. La chapelle était somptueuse comme l'oratoire d'un roi. Il y avait même, dans un endroit écarté, une étuve à la romaine, mais le bon seigneur s'en privait, estimant que c'est un usage des idolâtres. Toujours enveloppé d'une pelisse de renard, il se promenait dans sa maison, rendait la justice à ses vassaux, apaisait les querelles de ses voisins. Pendant l'hiver, il regardait les flocons de neige tomber, ou se faisait lire des histoires. Dès les premiers beaux jours, il s'en allait sur sa mule le long des petits chemins, au bord des blés qui verdoyaient, et causait avec les manants auxquels il donnait des conseils. Après beaucoup d'aventures, il avait pris pour femme une demoiselle de haut lignage. Elle était très blanche, un peu fière et sérieuse. Les cornes de son énin frôlaient le linteau des portes. La queue de sa robe de drap traînait de 3 pas derrière elle. Son domestique était réglé comme l'intérieur d'un monastère. Chaque matin, elle distribuait la besogne à ses servantes, surveillait les confitures et les onguents, filait à la quenouille ou brodait des nappes d'autel. À force de prier Dieu, il lui vint un fils. Alors il y eut de grandes réjouissances, et un repas qui dura 3 jours et 4 nuits, dans l'illumination des flambeaux, au son des harpes, sur des jonchés de feuillage. On y mangea les plus rares épices, avec des poules grosses comme des moutons. Par divertissement, un nain sortit d'un pâté, et les écuelles ne suffisant plus, car la foule augmentait toujours, on fut obligé de boire dans les olifants et dans les casques. La nouvelle accouchée n'assista pas à ces fêtes. Elle se tenait dans son lit tranquillement. Un soir, elle se réveilla, et elle aperçut sous un rayon de la lune, qui entrait par la fenêtre, comme une ombre mouvante. C'était un vieillard en froc de bure, avec un chapelet au côté, une besace sur l'épaule, toute l'apparence d'un ermite. Il s'approcha de son chevet, et lui dit, sans desserrer les lèvres, « Réjouis-toi, ô mère, ton fils sera un saint. »
Elle allait crier, mais glissant sur le ray de la lune, il s'éleva dans l'air doucement, puis disparut. Les chants du banquet éclatèrent plus fort. Elle entendit les voix des anges, et sa tête retomba sur l'oreiller que dominait un os de martyr dans un cadre d'escarboucle. Le lendemain, tous les serviteurs interrogés déclarèrent qu'ils n'avaient pas vu d'ermite. Songe ou réalité, cela devait être une communication du ciel, mais elle eut soin de n'en rien dire, ayant peur qu'on ne l'accusât d'orgueil. Les convives s'en allèrent au petit jour, et le père de Julien se trouvait en dehors de la poterne, où il venait de reconduire le dernier, quand tout à coup, un mendiant se dressa devant lui dans le brouillard. C'était un bohème à barbe tressée, avec des anneaux d'argent aux deux bras et les prunelles flamboyantes. Il bégaya d'un air inspiré ces mots sans suite. Ah, ah, ton fils, beaucoup de sang, beaucoup de gloire, toujours heureux, la famille d'un empereur. Et, se baissant pour ramasser son aumône, il se perdit dans l'herbe, s'évanouit. Le bon châtelain regarda de droite et de gauche, appela tant qu'il put. Personne. Le vent sifflait, les brumes du matin s'envolaient. Il attribua cette vision à la fatigue de sa tête pour avoir trop peu dormi. Si j'en parle, on se moquera de moi, se dit-il. Cependant, les splendeurs destinées à son fils l'éblouissaient, bien que la promesse n'en fût pas claire et qu'il doutât même de l'avoir entendue. Les époux se cachèrent leur secret. Mais tous deux chérissaient l'enfant d'un pareil amour, et le respectant comme marque de Dieu, ils eurent pour sa personne des égards infinis. Sa couchette était rembourrée du plus fin duvet, une lampe en forme de colombe brûlait dessus, continuellement, 3 nourrices le berçaient, et bien serré dans ses langes, la mine rose et les yeux bleus, avec son manteau de brocart et son béguin chargé de perles, il ressemblait à un petit Jésus. Les dents lui poussèrent sans qu'il pleurât une seule fois. Quand il eut 7 ans, sa mère lui apprit à chanter. Pour le rendre courageux, son père le hissa sur un gros cheval. L'enfant souriait d'aise et ne tarda pas à savoir tout ce qui concerne les destriers. Un vieux moine très savant lui enseigna l'écriture sainte, la numération des arabes, les lettres latines et à faire sur le vélin des peintures mignonnes. Ils travaillaient ensemble, tout en haut d'une tourelle, à l'écart du bruit. La leçon terminée, ils descendaient dans le jardin, où, se promenant pas à pas, ils étudiaient les fleurs. Quelquefois, on apercevait, cheminant au fond de la vallée, une file de bêtes de somme, conduite par un piéton, accoutré à l'orientale. Le châtelain, qui l'avait reconnu pour un marchand, expédiait vers lui un valet. L'étranger, prenant confiance, se détournait de sa route, et, introduit dans le parloir, il retirait de ses coffres des pièces de velours et de soie, des orfèvreries, des aromates, des choses singulières d'un usage inconnu. À la fin, le bonhomme s'en allait avec un gros profit, sans avoir enduré aucune violence. D'autres fois, une troupe de pèlerins frappait à la porte. Leurs habits mouillés fumaient devant l'âtre, et quand ils étaient repus, ils racontaient leur voyage. Les erreurs des nefs sur la mer écumeuse, les marches à pied dans les sables brûlants, la férocité des païens, les cavernes de la Syrie, la crèche et le sépulcre. Puis ils donnaient aux jeunes seigneurs des coquilles de leurs manteaux. Souvent, le châtelain festoyait ses vieux compagnons d'armes. Tout en buvant, ils se rappelaient leur guerre, les assauts des forteresses avec le battement des machines et les prodigieuses blessures. Julien, qui les écoutait, en poussait des cris. Alors son père ne doutait pas qu'il ne fût plus tard un conquérant. Mais le soir, au sortir de l'Angélus, quand il passait entre les pauvres inclinés, il puisait dans son escarcelle avec tant de modestie et d'un air si noble que sa mère comptait bien le voir par la suite archevêque. Sa place, dans la chapelle, était aux côtés de ses parents, et si longs que fussent les offices, il restait à genoux sur son prie-dieu, la toque par terre et les mains jointes. Un jour, pendant la messe, il aperçut en relevant la tête une petite souris blanche qui sortait d'un trou dans la muraille. Elle trottina sur la première marche de l'autel, et après 2 ou 3 tours de droite et de gauche, s'enfuit du même côté. Le dimanche suivant, l'idée qu'il pourrait la revoir le troubla. Elle revint, et chaque dimanche il l'attendait, en était importuné, fut pris de haine contre elle, et résolu de s'en défaire. Ayant donc fermé la porte, et semé sur les marches les miettes d'un gâteau, il se posta devant le trou, une baguette à la main. Au bout de très longtemps, un museau rose apparut. Pardon. Au bout de très longtemps, un museau rose parut, puis la souris tout entière. Il frappa un coup léger et demeura stupéfait devant ce petit corps qui ne bougeait plus. Une goutte de sang tachait la dalle. Il l'essuya bien vite avec sa manche,
jeta la souris dehors et n'en dit rien à personne. Toutes sortes d'oisillons picoraient les graines du jardin. Il imagina de mettre des pois dans un roseau creux. Quand il entendait gazouiller dans un arbre, il en approchait avec douceur, puis levait son tube, enflait ses joues, et les bestioles lui pleuvaient sur les épaules si abondamment qu'il ne pouvait s'empêcher de rire, heureux de sa malice. Un matin, comme il s'en retournait par la courtine, il vit sur la crête du rempart un gros pigeon qui se rengorgeait au soleil. Julien s'arrêta pour le regarder. Le mur en cet endroit ayant une brèche, un éclat de pierre se rencontra sous ses doigts. Il tourna son bras, et la pierre abattit l'oiseau qui tomba d'un bloc dans le fossé. Il se précipita vers le fond, se déchirant aux broussailles, furetant partout, plus leste qu'un jeune chien. Le pigeon, les ailes cassées, palpitait, suspendu dans les branches d'un troène. La persistance de sa vie irrita l'enfant. Il se mit à l'étrangler, et les convulsions de l'oiseau faisaient battre son cœur, l'emplissaient d'une volupté sauvage et tumultueuse. Au dernier roidissement, il se sentit défaillir. Le soir, pendant le souper, son père déclara que l'on devait à son âge apprendre la vénerie, et il alla chercher à un vieux cahier d'écriture contenant, par demandes et réponses, tout le déduit des chasses. Un maître y démontrait à son élève l'art de dresser les chiens et d'allaiter les faucons, de tendre les pièges, comment reconnaître le cerf à ses fumées, le renard à ses empreintes, le loup à ses déchaussures, le bon moyen de discerner leur voie, de quelle manière on les lance, où se trouvent ordinairement leurs refuges, quels sont les vents les plus propices, avec l'énumération des cris et les règles de la curée. Quand Julien put réciter par cœur toutes ces choses, son père lui composa une meute. D'abord, on y distinguait 24 lévriers barbaresques, plus véloces que des gazelles, mais sujets à s'emporter. Puis 17 couples de chiens bretons, tiquetés de blanc sur fond rouge, inébranlables dans leur créance, forts de poitrine et grands hurleurs. Pour l'attaque du sanglier et les refuites périlleuses, il y avait 40 griffons poilus comme des ours. Des matins de Tartarie, presque aussi hauts que des ânes, couleur de feu, l'échine large et le jarret droit, étaient destinés à poursuivre les aurochs. La robe noire des épagnols luisait comme du satin, le jappement des talbots valait celui des bigles chanteurs. Dans une cour à part, grondaient, en secouant leurs chaînes et roulant leurs prunelles, 8 dogues à l'un, bêtes formidables qui sautent au ventre des cavaliers et n'ont pas peur des lions. Tous mangeaient du pain de froment, buvaient dans des auges de pierre et portaient un nom sonore. La fauconnerie, peut-être, dépassait la meute. Le bon seigneur, à force d'argent, s'était procuré des tiercelets du Caucase, des sacres de Babylone, des gerfauds d'Allemagne et des faucons pèlerins capturés sur les falaises au fond des mers froides, en de lointains pays. Ils logeaient dans un hangar couvert de chaume et, attachés par rang de taille sur le perchoir, avaient devant eux une motte de gazon, où de temps à autre, on les posait afin de les dégourdir. Des bourses, des hameçons, des chausse-trappes, toutes sortes d'engins furent confectionnés. Souvent, on menait dans la campagne des chiens d'oiselle, qui tombaient bien vite en arrêt. Alors des piqueurs, s'avançant pas à pas, étendaient avec précaution sur leurs corps impassibles un immense filet. Un commandement les faisait aboyer. Des cailles s'envolaient. Et les dames des alentours conviées avec leurs maris, les enfants, les camérières, tout le monde se jetait dessus et les prenait facilement. D'autres fois, pour déboucher les lièvres, on battait du tambour. Des renards tombaient dans des fosses, ou bien un ressort, se débandant, attrapait un loup par le ciel. Mais Julien méprisa ces commodes artifices. Il préférait chasser loin du monde, avec son cheval et son faucon. C'était presque toujours un grand tartaret de City, blanc comme la neige. Son capuchon de cuir était surmonté d'un panache, des grelots d'or tremblaient à ses pieds bleus, et il se tenait ferme sur le bras de son maître pendant que le cheval galopait et que les plaines se déroulaient. Julien, dénouant ses longes, le lâchait tout à coup. La bête hardie montait droit dans l'air comme une flèche, et l'on voyait 2 taches inégales tourner, se joindre, puis disparaître dans les hauteurs de l'azur. Le faucon ne tardait pas à descendre en déchirant quelque oiseau, et revenait se poser sur le gantelet, les 2 ailes frémissantes. Julien vola de cette manière le héron, le milan, la corneille et le vautour. Il aimait, en sonnant de la trompe, à suivre ces chiens qui couraient sur le versant des collines, sautaient les ruisseaux, remontaient vers le bois, et, quand le cerf commençait à gémir sous les morsures, il l'abattait prestement, puis se délectait à la furie des matins qui le dévoraient, coupé en pièces sur sa peau fumante. Les jours de brume, il s'enfonçait dans un marais pour guetter les oies, les outres et les albrancs.
3 écuyers, dès l'aube, l'attendaient au bas du perron, et le vieux moine, se penchant à sa lucarne, avait beau faire des signes pour le rappeler, Julien ne se retournait pas. Il allait à l'ardeur du soleil, sous la pluie, par la tempête, buvait l'eau des sources dans sa main, mangeait en trottant des pommes sauvages. S'il était fatigué, se reposait sous un chêne. Et il rentrait au milieu de la nuit, couvert de sang et de boue, avec des épines dans les cheveux et sentant l'odeur des bêtes farouches. Il devint comme elle. Quand sa mère l'embrassait, il acceptait froidement son étreinte, paraissant rêver à des choses profondes. Il tua des ours à coups de couteau, des taureaux avec la hache, des sangliers avec les pieux, et même une fois, n'ayant plus qu'un bâton, se défendit contre des loups qui rongeaient des cadavres au pied d'un gibet. Un matin d'hiver, il partit avant le jour, bien équipé, une arbalète sur l'épaule et un trousseau de flèches à l'arçon de sa selle. Son genêt danois, suivi de 2 bassets, en marchant d'un pas égal, faisait résonner la terre. Des gouttes de verglas se collaient à son manteau, une brise violente soufflait. Un côté de l'horizon s'éclaircit et, dans la blancheur du crépuscule, il aperçut des lapins sautillant au bord de leur terrier. Les 2 bassets, tout de suite, se précipitèrent sur eux, et çà et là, vivement, leur brisaient l'échine. Bientôt, il entra dans un bois. Au bout d'une branche, un coq de bruyère engourdi par le froid dormait la tête sous l'aile. Julien, d'un revers d'épée, lui faucha les 2 pattes, et sans le ramasser, continua sa route. 3 heures après, il se trouva sur la pointe d'une montagne tellement haute que le ciel semblait presque noir. Devant lui, un rocher pareil à un long mur s'abaissait en surplombant un précipice, et à l'extrémité, 2 boucs sauvages regardaient l'abîme. Comme il n'avait pas ses flèches, car son cheval était resté en arrière, il imagina de descendre jusqu'à eux. À demi courbé, pieds nus, il arriva enfin au premier des boucs et lui enfonça un poignard sous les côtes. Le second, pris de terreur, sauta dans le vide. Julien s'élança pour le frapper, et glissant du pied droit, tomba sur le cadavre de l'autre, la face au-dessus de l'abîme et les 2 bras écartés. Redescendu dans la plaine, il suivit des saules qui bordaient une rivière. Des grues volant très bas, de temps à autre passaient au-dessus de sa tête. Julien les assommait avec son fouet, et n'en manqua pas une. Cependant, l'air plus tiède avait fondu le givre, de larges vapeurs flottaient, et le soleil se montra. Il vit reluire tout au loin un lac figé qui ressemblait à du plomb. Au milieu du lac, il y avait une bête que Julien ne connaissait pas, un castor à museau noir. Malgré la distance, une flèche l'abattit, et il fut chagrin de ne pouvoir emporter la peau. Puis il s'avança dans une avenue de grands arbres, formant avec leurs cimes comme un arc de triomphe, à l'entrée d'une forêt. Un chevreuil bondit hors d'un fourré, un daim parut dans un carrefour, un blaireau sortit d'un trou, un paon sur le gazon déploya sa queue. Et quand il les eut tous oxy, d'autres chevreuils se présentèrent, d'autres daims, d'autres blaireaux, d'autres paons, et des merles, des geais, des putois, des renards, des hérissons, des lynx, une infinité de bêtes, à chaque pas plus nombreuses. Elles tournaient autour de lui, tremblantes, avec un regard plein de douceur et de supplication. Mais Julien ne se fatiguait pas de tuer, tour à tour bandant son arbalète, dégainant l'épée, pointant du coutelas, et ne pensait à rien, n'avait souvenir de quoi que ce fût. Il était en chasse dans un pays quelconque, depuis un temps indéterminé, par le fait seul de sa propre existence, tout s'accomplissant avec la facilité que l'on éprouve dans les rêves. Un spectacle extraordinaire l'arrêta. Des cerfs emplissaient un vallon ayant la forme d'un cirque, et tassés les uns près des autres, ils se réchauffaient avec leur haleine que l'on voyait fumer dans le brouillard. L'espoir d'un pareil carnage pendant quelques minutes le suffoqua de plaisir. Puis il descendit de cheval, retroussa ses manches et se mit à tirer. Au sifflement de la première flèche, tous les cerfs à la fois tournèrent la tête. Il se fit des enfonçures dans leur masse, des voix plaintives s'élevaient, et un grand mouvement agita le troupeau. Le rebord du vallon était trop haut pour le franchir. Il bondissait dans l'enceinte, cherchant à s'échapper. Julien visait, tirait, et les flèches tombaient comme les rayons d'une pluie d'orage. Les cerfs, rendus furieux, se battirent, se cabraient, montaient les uns par-dessus les autres, et leurs corps, avec leurs ramures emmêlées, faisaient un large monticule qui s'écroulait en se déplaçant. Enfin, ils moururent, couchés sur le sable, la bave aux naseaux, les entrailles sorties, et l'ondulation de leur ventre s'abaissant par degrés. Puis, tout fut immobile. La nuit allait venir, et derrière le bois, dans les intervalles des branches, le ciel était rouge comme une nappe de sang.
Julien s'adossa contre un arbre. Il contemplait d'un œil béant l'énormité du massacre, ne comprenant pas comment il avait pu le faire. De l'autre côté du vallon, sur le rebord de la forêt, il aperçut un cerf, une biche et son faon. Le cerf, qui était noir et monstrueux de taille, portait 16 andouillères avec une barbe blanche. La biche, blonde comme les feuilles mortes, broutait le gazon, et le faon tacheté, sans l'interrompre dans sa marche, lui tétait la mamelle. L'arbalète encore une fois ronfla, le faon tout de suite fut tué. Alors sa mère, en regardant le ciel, brama d'une voix profonde, déchirante, humaine. Julien, exaspéré, d'un coup en plein poitrail, l'étendit par terre. Le grand cerf l'avait vu, fit un bond. Julien lui envoya sa dernière flèche. Elle l'atteignit au front et y resta plantée. Le grand cerf n'eut pas l'air de la sentir. En enjambant par-dessus les morts, il avançait toujours, allait fondre sur lui, les ventrer. Et Julien reculait dans une épouvante indicible. Le prodigieux animal s'arrêta, et les yeux flamboyants, solennels comme un patriarche, et comme un justicier, pendant qu'une cloche au loin tintait. Il répéta 3 fois « Maudit, maudit, maudit! Un jour, cœur féroce, tu assassineras ton père et ta mère !» Il plia les genoux, ferma doucement ses paupières, et mourut. Julien fut stupéfait, puis accablé d'une fatigue soudaine, et un dégoût, une tristesse immense l'envahit. Le front dans les 2 mains, il pleura pendant longtemps. Son cheval était perdu. Ses chiens l'avaient abandonné. La solitude qui l'enveloppait lui sembla toute menaçante des périls indéfinis. Alors, poussé par un effroi, il prit sa course à travers la campagne, choisit au hasard un sentier et se trouva presque immédiatement à la porte du château. La nuit, il ne dormit pas. Sous le vacillement de la lampe suspendue, il revoyait toujours le grand cerf noir. Sa prédiction l'obsédait. Il se débattait contre elle. Non, 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 je ne veux pas les tuer. Puis il songeait, si je le voulais, pourtant. Et il avait peur que le diable ne lui en inspirât l'envie. Durant 3 mois, sa mère en angoisse pria au chevet de son lit, et son père, en gémissant, marchait continuellement dans les couloirs. Il manda les maîtres myrrhes les plus fameux, lesquels ordonnèrent des quantités de drogue. Le mal de Julien, disait-il, avait pour cause un vent funeste ou un désir d'amour. Mais le jeune homme, à toutes les questions, secouait la tête. Les forces lui revinrent, et on le promenait dans la cour, le vieux moine et le bon seigneur le soutenant chacun par un bras. Quand il fut rétabli complètement, il s'obstina à ne point chasser. Son père, le voulant réjouir, lui fit cadeau d'une grande épée sarrasine. Elle était au haut d'un pilier dans une panoplie. Pour l'atteindre, il fallut une échelle. Julien y monta. L'épée trop lourde lui échappa des doigts et, en tombant, frôla le bon seigneur de si près que sa houppelande en fut coupée. Julien crut avoir tué son père et s'évanouit. Dès lors, il redouta les armes. L'aspect d'un fer nu le faisait pâlir. Cette faiblesse était une désolation pour sa famille. Enfin, le vieux moine, au nom de Dieu, de l'honneur et des ancêtres, lui commanda de reprendre ses exercices de gentilhomme. Les écuyers, tous les jours, s'amusaient au maniement de la javeline. Julien y excella bien vite. Il envoyait la sienne dans le goulot des bouteilles, cassait les dents des girouettes, frappait à 100 pas les clous des portes. Un soir d'été, à l'heure où la brume rend les choses indistinctes, étant sous la treille du jardin, il aperçut tout au fond 2 ailes blanches qui voltaient à la hauteur de l'espalier. Il ne douta pas que ce ne fût une cigogne, et il lança son javelot. Un cri déchirant partit. C'était sa mère, dont le bonnet à longue barbe restait cloué contre le mur. Julien s'enfuit du château et ne reparut plus. Et ce sera tout pour le chapitre 1. On se retrouve dans quelques instants pour le chapitre 2 et 3. Nous passons à une courte pause. Et ben voilà. Et ben voilà, Flaubert, tu me parles. Tu me parles. Là, j'avoue que il y a de l'action, entre guillemets. Encore une fois, j'ai envie de dire CF la vidéo précédente, mais euh, voilà, là je trouve qu'il y a de l'action. Je trouve que le récit, quelque part, on sent où il va, mais quelque part, il accompagne aussi le lecteur, quoi. On n'est pas laissé comme ça devant un spectacle dont on ne sait pas trop quoi faire.
Hem, Même si la dernière fois, au final, je vois bien ce qu'il a voulu faire, mais bref. En tout cas, je trouve que le récit ici est plus facile à suivre, plus accessible, plus agréable à suivre dans mon cas perso aussi. Hem Et je ne sais pas si dans la vie des saints, il y a cette, composante à ce point, hem, dans les légendes, liées aux saints et cetera. Mais c'est vrai que moi, presque, je trouve qu'il y a du drame, enfin même pas presque en fait, je trouve qu'il y a carrément du drame, antique. Du drame antique. Moi, ça m'a fait penser à Phèdre, ça m'a fait penser à Oedipe, ça m'a fait beaucoup penser à Oedipe, avec, vous savez, bah, ces prédictions, ces prophéties et ce destin tragique. Ça me fait aussi penser quelque part un petit peu, aux contes merveilleux où on retrouve, pour le coup, quelques éléments, par exemple les animaux qui vont lui parler. Ça fait très conte merveilleux, je trouve. Hem Et dans les contes merveilleux, globalement, donc oui, les histoires à peu près, bah, du Moyen Âge, tout ça, les féeriques et ainsi de suite. Il y avait souvent ce truc-là de, je dirais, la mise en place d'un personnage, heu, qui fait un certain style d'action et à un moment, quelqu'un qui lui dit, de manière un peu magique, de manière un petit peu, onirique, que ce soit un animal, que ce soit une vision, un ermite, venu du ciel ou quoi que ce soit, qui lui dit: «Non mais là, gros, t'es en train de faire n'importe quoi. Tu en train de faire n'importe quoi, tu pas sur le bon chemin et ou, il va t'arriver des malheurs». Hem, donc oui, je trouve qu'on retrouve, c'est peut-être ça aussi qui rend la lecture plus accessible, hein, forcément. On retrouve des éléments, on retrouve des lieux communs, de plusieurs genres littéraires, bien connus. Donc c'est vrai que là, on est sur des codes, un peu plus reconnaissables et je trouve que ça rend plus facile de se mettre dans la lecture, quoi. Donc personnellement, pour le moment, je suis plus emballé que je n'ai pu l'être sur, la première nouvelle de ce recueil, même si, à la fois, c'est sûr que on pourrait se dire aussi que c'est moins original que la première nouvelle du recueil. À voir. Encore que encore que, est-ce qu'il n'y a pas une certaine originalité dans le fait d'avoir un personnage aussi sanguinaire? Parce que on nous dit: «Saint Julien l'Hospitalier», mais pour le moment, tout ce qu'on nous a présenté de lui, c'est assez, je trouve «monstrueux» entre guillemets, quoi. On nous a vraiment présenté quelqu'un qui aime tuer des animaux et vraiment pour le plaisir, quoi. Ça fait vraiment, comme on dirait en anglais, pour le thrill of the hunt, quoi, le frisson de la chasse, quoi. Il a vraiment le truc de, bah, moi, juste, ça me fait kiffer, quoi. Hem, Ça me fait kiffer de faire un carnage, donc pour le moment, le personnage nous est vraiment dépeint comme quelqu'un de plutôt, bah, de plutôt horrible. Et je me demande comment on en arrive, du coup, à Saint-Julien l'Hospitalier, quoi. Est-ce que, voilà, il va y avoir une sorte de rédemption et virage à 180 degrés en mode, «Bon, bah, en fait, non. J'ai fait de la merde, maintenant je touche plus aux armes», comme on a vu que c'était le cas déjà, même si il a pas pu s'empêcher de dégainer le javelot sur sa mère et de la tuer, bref. Donc très intéressant, très intéressant. Et moi personnellement, je trouve que c'est quelque chose qui marche toujours. Encore une fois, hein, le drame antique, j'ai envie de dire, le drame, à la grecque un peu. Ce truc de, «Attention, tu vas tuer ta mère, tu vas tuer ton père, tu vas faire ceci, cela à ta famille». Ça fonctionne bien. Ça fonctionne bien, ça met un enjeu. Parce que du coup, comment dire? C'est la fatalité. C'est la fatalité et ça met un enjeu. C'est pour ça, c'est marrant, tiens, je viens de penser à ça. Ça rejoint un peu ma théorie du Ça rejoint un peu ma théorie du spoiler. Je vous dis souvent que moi, les spoils me dérangent pas parce que ce qui m'intéresse, c'est pas tellement l'événement en soi que la manière dont on arrive à cet événement.
Et je trouve qu'en soi, là, c'est presque, ça pourrait se rapprocher de cette idée-là, quoi. C'est, édifié en, technique stylistique de faire du flash forward, quoi. De dire, bah, voilà, je vous donne déjà la fin, je vous dis déjà ce qui va se passer et du coup, ça met une certaine tension, une certaine, appréhension et ainsi de suite, quoi. On est en mode: «Ah OK, il va se passer ça, comment il va se passer ça?» Et moi, je trouve que ça rend curieux plutôt qu'autre chose. Ah, bah, merci Marie. C'est rare que des gens soient dans ma team sur le fait que les spoils, ça dérange pas. Alors après, je dis pas, hein, encore une fois, je fais quand même cette petite distinction parce que c'est vrai que je l'avais déjà dit à une époque. C'est quelque chose que je dis très souvent sur les spoils, que ça me dérange pas. Petite exception faite de certains genres précis ou de certaines œuvres très précises dont la qualité et la quintessence se, comment dire, se retrouvent en grosse partie dans la révélation. Donc c'est vrai que les trucs à mystère, les trucs, à suspense, typiquement, je sais pas moi, un thriller, un une enquête policière ou quoi que ce soit, c'est vrai que là, potentiellement, les spoils sont plus, problématiques. Mais bon. Par exemple, je pense je pense à un texte, mais en même temps, c'était trop bien fait. Et c'est pour ça que j'adore justement la manière dont c'est fait plutôt que l'événement en soi-même. Je pense à un texte d'Isaac Asimov où pendant tout le texte, on se questionne sur l'identité d'un personnage. À un moment, je me dis: «Oh mais c'est tel personnage en fait, mais c'est du génie!» Mais du coup, j'avais trouvé la réponse en avance de la révélation. Au final, dans les pages qui suivent, je me dis: «Ah bah non, c'est pas possible. Non, c'est pas possible que ça soit lui». Donc il a réussi à me perdre alors que j'avais la soluce et là, il fait la révélation et même en ayant eu déjà un énorme doute et une énorme présomption que ça soit tel personnage, je me suis fait avoir et quand il a eu la révélation, j'ai vraiment eu l'effet de révélation, alors même que je l'avais envisagé plus tôt, quoi. Et pour moi, c'est la preuve que ce qui est intéressant, c'est pas tellement la révélation ou le spoil, l'événement, que, la mise en place de cette révélation, la mise en place, de ces événements. Hem, Même si voilà, c'est vrai que je pense que sur cette œuvre particulièrement, c'est tellement un élément important, cette révélation, que le spoil aurait pu me saouler un peu parce que j'aurais pu me rendre compte et me dire: «Ah bah, en fait, là, ça m'a gâché le plaisir de voir comment c'était fait justement», quelque part. Bref. Donc voilà, je dirais que c'est pas une règle générale, mais c'est une règle qui personnellement s'applique sur quand même beaucoup, de cas. Bien, bien, bien. Je vous propose de passer directement à la suite puisque la nouvelle n'est pas très, très longue, donc j'ai pas envie de faire durer le live trop longtemps. On est à un peu moins de la moitié, il me semble. Hop. Bah, c'est ça, c'est que moi, en fait, souvent, j'aime bien faire des théories. Je sais pas comment dire. J'aime bien construire des théories, mes théories personnelles, entre guillemets, me dire, ah bah ok, tel truc, je l'analyse comme ça, et ainsi de suite. J'ai vu que ça se répétait souvent de cette manière, et ainsi de suite. Mais en fait, souvent, bah voilà, c'est des généralités, il y a des exceptions, évidemment. Bien, bien, bien. Poursuivons avec le chapitre 2 et 3. Va-t-il finalement tuer également son père? Va-t-il se tenir loin des armes? Va-t-il ne pas échapper à sa fatalité, à son destin? D'ailleurs, le fatum, enfin fatalité, ça vient du latin fatum, et fatum, je crois que ça voulait dire destin. Je crois, si je dis pas de conneries. Bref. Donc ça remonte à loin mes cours de latin, mais bref. J'aime beaucoup, j'aime beaucoup encore une fois l'étymologie des mots et comment les choses se renvoient la balle comme ça sans arrêt quand on s'intéresse un peu à l'étymologie. Hem, je referai certainement des parties, étymologie à la fin des lives de lecture comme je faisais à une époque. Je reprendrai certainement ça. Pour le moment, je me remets doucement dans les lives à mon rythme. Je reprends mes marques. Donc pour le moment, je vais me contenter, de la lecture, pure, on va dire.
Allez, bonne écoute Marie, bonne écoute à tous ceux dans l'ombre du chat et à ceux qui me regardent en rediffusion sur YouTube. À dans quelques minutes pour la fin du live. La légende de Saint Julien l'Hospitalier, suite et fin. 2. Il s'engagea dans une troupe d'aventuriers qui passaient. Il connut la faim, la soif, les fièvres et la vermine. Il s'accoutuma au fracas des mêlées, à l'aspect des moribonds. Le vent tana sa peau. Ses membres se durcirent par le contact des armures, et comme il était très fort, courageux, tempérant, avisé, il obtint sans peine le commandement d'une compagnie. Au début des batailles, il enlevait ses soldats d'un grand geste de son épée. Avec une corde à nœuds, il grimpait au mur des citadelles, la nuit balancée par l'ouragan, pendant que les flamèches du feu grégeois se collaient à sa cuirasse et que la résine bouillante et le plomb fondu ruisselaient des créneaux. Souvent le heurt d'une pierre fracassa son bouclier. Des ponts trop chargés d'hommes croulèrent sous lui. En tournant sa masse d'armes, il se débarrassa de 14 cavaliers. Il défit, en champ clos, tous ceux qui se proposèrent. Plus de 20 fois on le crut mort. Grâce à la faveur divine, il en réchappa toujours, car il protégeait les gens d'église, les orphelins, les veuves, et principalement les vieillards. Quand il envoyait un marchand devant lui, il criait pour connaître sa figure, comme s'il avait eu peur de le tuer par méprise. Des esclaves en fuite, des manants révoltés, des bâtards sans fortune, toutes sortes d'intrépides affluèrent sous son drapeau, et il se composa une armée. Elle grossit, il devint fameux, on le recherchait. Tour à tour, il secourut le dauphin de France et le roi d'Angleterre, les Templiers de Jérusalem, le Suréna des Parthes, le Négus d'Abyssinie et l'empereur de Calicut. Il combattit des Scandinaves recouverts d'écailles de poisson, des nègres munis de rondaches en cuir d'hippopotame et montés sur des ânes rouges, des Indiens couleur d'or et brandissant par-dessus leurs diadèmes de larges sabres, plus clairs que des miroirs. Il vainquit les troglodytes et les anthropophages. Il traversa des régions si torrides que sous l'ardeur du soleil les chevelures s'allumaient d'elles-mêmes comme des flambeaux, et d'autres qui étaient si glaciales que les bras se détachant du corps tombaient par terre. Et des pays où il y avait tant de brouillard que l'on marchait environné de fantômes. Des républiques en embarras le consultèrent. Aux entrevues d'ambassadeurs, il obtenait des conditions inespérées. Si un monarque se conduisait trop mal, il arrivait tout à coup et lui faisait des remontrances. Il affranchit des peuples. Il délivra des reines enfermées dans des tours. C'est lui, et pas un autre, qui assomma la Guivre de Milan et le dragon d'Oberbirbach. Or, l'empereur d'Occitanie, ayant triomphé des musulmans espagnols, s'était joint par concubinage à la sœur du calife de Cordoue, et il conservait une fille qu'il avait élevée chrétiennement. Mais le calife, faisant mine de vouloir se convertir, vint lui rendre visite, accompagné d'une escorte nombreuse, massacra toute sa garnison et le plongea dans un cul de basse-fosse où il le traitait durement afin d'en extirper des trésors. Julien accourut à son aide, détruisit l'armée des infidèles, assiégea la ville, tua le calife, coupa sa tête et la jeta comme une boule par-dessus les remparts. Puis il tira l'empereur de sa prison et le fit remonter sur son trône en présence de toute sa cour. L'empereur, pour prix d'un tel service, lui présenta dans des corbeilles beaucoup d'argent. Julien n'en voulut pas. Croyant qu'il en désirait davantage, il lui offrit les 3/4 de ses richesses. Nouveau refus. Puis de partager son royaume. Julien le remercia, et l'empereur en pleurait de dépit, ne sachant de quelle manière témoigner sa reconnaissance. Quand il se frappa le front, dit un mot à l'oreille d'un courtisan. Les rideaux d'une tapisserie se relevèrent, et une jeune fille parut. Ses grands yeux noirs brillaient comme 2 lampes très douces. Un sourire charmant écartait ses lèvres. Les anneaux de sa chevelure s'accrochaient aux pierreries de sa robe entr'ouverte. Et, sous la transparence de sa tunique, on devinait la jeunesse de son corps. Elle était toute mignonne et potelée, avec la taille fine. Julien fut ébloui d'amour, d'autant plus qu'il avait mené jusqu'alors une vie très chaste. Donc il reçut en mariage la fille de l'empereur, avec un château qu'elle tenait de sa mère. Et les noces étant terminées, on se quitta, après des politesses infinies de part et d'autre. C'était un palais de marbre blanc, bâti à la mauresque sur un promontoire dans un bois d'oranger. Des terrasses de fleurs descendaient jusqu'au bord d'un golfe, où des coquilles roses craquaient sous les pas. Derrière le château s'étendait une forêt ayant le dessin d'un éventail.
Le ciel continuellement était bleu, et les arbres se penchaient tour à tour sous la brise de la mer et le vent des montagnes qui fermaient au loin l'horizon. Les chambres, pleines de crépuscules, se trouvaient éclairées par les incrustations des murailles. Des hautes colonnettes minces comme des roseaux supportaient la voûte des coupoles, décorées de reliefs imitant les stalactites des grottes. Il y avait des jets d'eau dans les salles, des mosaïques dans les cours, des cloisons festonnées, mille délicatesses d'architecture, et partout un tel silence que l'on entendait le frôlement d'une écharpe ou l'écho d'un soupir. Julien ne faisait plus la guerre. Il se reposait, entouré d'un peuple tranquille, et chaque jour, une foule passait devant lui, avec des génuflexions et des baisements à l'orientale. Vêtu de pourpre, il restait accoudé dans l'embrasure d'une fenêtre, en se rappelant ses chasses d'autrefois. Et il aurait voulu courir sur le désert après les gazelles et les autruches, être caché dans les bambous à l'affût des léopards, traverser des forêts pleines de rhinocéros, atteindre au sommet des monts les plus inaccessibles pour viser mieux les aigles, et sur les glaçons de la mer combattre les ours blancs. Quelquefois, dans un rêve, il se voyait comme notre père Adam au milieu du paradis, entre toutes les bêtes. En allongeant le bras, il les faisait mourir. Ou bien elles défilaient deux à deux par rang de taille, depuis les éléphants et les lions jusqu'aux hermines et aux canards, comme le jour qu'elles entrèrent dans l'arche de Noé. À l'ombre d'une caverne, il dardait sur elles des javelots infaillibles. Il en survenait d'autres, cela n'en finissait pas. Et il se réveillait en roulant des yeux farouches. Des princes de ses amis l'invitèrent à chasser. Il s'y refusa toujours, croyant, par cette sorte de pénitence, détourner son malheur, car il lui semblait que du meurtre des animaux dépendait le sort de ses parents. Mais il souffrait de ne pas les voir, et son autre envie devenait insupportable. Sa femme, pour le récréer, fit venir des jongleurs et des danseuses. Elle se promenait avec lui, en litière ouverte, dans la campagne. D'autres fois, étendu sur le bord d'une chaloupe, il regardait les poissons vagabonder dans l'eau, claire comme le ciel. Souvent, elle lui jetait des fleurs au visage. Accroupie devant ses pieds, elle tirait des airs d'une mandoline à trois cordes, puis, lui posant sur l'épaule ses deux mains jointes, disait d'une voix timide: Qu'avez-vous donc, cher seigneur? Il ne répondait pas, ou éclatait en sanglots. Enfin, un jour, il avoua son horrible pensée. Elle la combattit, en raisonnant très bien. Son père et sa mère probablement étaient morts. Si jamais il les revoyait, par quel hasard, dans quel but arriverait-il à cette abomination? Donc sa crainte n'avait pas de cause, et il devait se remettre à chasser. Julien souriait en l'écoutant, mais ne se décidait pas à satisfaire son désir. Un soir du mois d'août qu'ils étaient dans leur chambre, elle venait de se coucher et il s'agenouillait pour sa prière, quand il entendit le jappement d'un renard, puis des pas légers sous la fenêtre. Et il entrevit dans l'ombre comme des apparences d'animaux. La tentation était trop forte. Il décrocha son carquois. Elle parut surprise. C'est pour t'obéir, dit-il. Au lever du soleil, je serai revenu. Cependant, elle redoutait une aventure funeste. Il la rassura, puis sortit, étonné de l'inconséquence de son humeur. Peu de temps après, un page vint annoncer que deux inconnus, à défaut du seigneur absent, réclamaient tout de suite la seigneuresse. Et bientôt entrèrent dans la chambre un vieil homme et une vieille femme, courbés, poudreux, en habits de toile, et s'appuyant chacun sur un bâton. Ils s'enhardirent et déclarèrent qu'ils apportaient à Julien des nouvelles de ses parents. Elle se pencha pour les entendre. Mais, s'étant concerté du regard, ils lui demandèrent s'il les aimait toujours, s'il parlait d'eux quelquefois. Oh, oui, dit-elle. Alors ils s'écrièrent. Eh bien, c'est nous. Et ils s'assirent, étant fort lasses et recrues de fatigue. Rien n'assurait à la jeune femme que son époux fût leur fils. Ils en donnèrent la preuve en décrivant des signes particuliers qu'il avait sur la peau. Elle sauta hors de sa couche, appela son page, et on leur servit un repas. Bien qu'ils eussent grand faim, ils ne pouvaient guère manger, et elle observait à l'écart le tremblement de leurs mains osseuses en prenant les gobelets. Ils firent 1000 questions sur Julien. Elle répondait à chacune, mais eut soin de taire l'idée funèbre qui les concernait. Ne le voyant pas revenir, ils étaient partis de leur château, et ils marchaient depuis plusieurs années sur de vagues indications sans perdre l'espoir. Il avait fallu tant d'argent au péage des fleuves et dans les hôtelleries, pour les droits des princes et les exigences des voleurs, que le fond de leur bourse était vide et qu'ils mendiaient maintenant. Qu'importe, puisque bientôt ils embrasseraient leur fils. Ils exaltaient son bonheur d'avoir une femme aussi gentille, et ne se laissaient point de la contempler et de la baiser. La richesse de l'appartement les étonnait beaucoup, et le vieux, ayant examiné les murs, demanda pourquoi s'y trouvait le blason de l'empereur d'Occitanie.
Elle répliqua: C'est mon père. Alors il tressaillit, se rappelant la prédiction du bohème, et la vieille songeait à la parole de l'ermite. Sans doute, la gloire de son fils n'était que l'aurore des splendeurs éternelles, et tous les deux restaient béants sous la lumière du candélabre qui éclairait la table. Ils avaient dû être très beaux dans leur jeunesse. La mère avait encore tous ses cheveux, dont les bandeaux fins, pareils à des plaques de neige, pendaient jusqu'au bas de ses joues, et le père, avec sa taille haute et sa grande barbe, ressemblait à une statue d'église. La femme de Julien les engagea à ne pas l'attendre. Elle les coucha elle-même dans son lit, puis ferma la croisée. Ils s'endormirent. Le jour allait paraître, et derrière le vitrail, les petits oiseaux commençaient à chanter. Julien avait traversé le parc, et il marchait dans la forêt d'un pas nerveux, jouissant de la mollesse du gazon et de la douceur de l'air. Les ombres des arbres s'étendaient sur la mousse. Quelquefois la lune faisait des taches blanches dans les clairières, et il hésitait à s'avancer, croyant apercevoir une flaque d'eau, ou bien la surface des mares tranquilles se confondait avec la couleur de l'herbe. C'était partout un grand silence, et il ne découvrit aucune des bêtes qui, peu de minutes auparavant, erraient alentour de son château. Le bois s'épaissit, l'obscurité devint profonde, des bouffées de vent chaud passaient, pleines de senteurs amollissantes. Il enfonçait dans des tas de feuilles mortes et il s'appuya contre un chêne pour halter un peu. Tout à coup, derrière son dos, bondit une masse plus noire, un sanglier. Julien n'eut pas le temps de saisir son arc, et il s'en affligea comme d'un malheur. Puis, étant sorti du bois, il aperçut un loup qui filait le long d'une haie. Julien lui envoya une flèche. Le loup s'arrêta, tourna la tête pour le voir et reprit sa course. Il trottait en gardant toujours la même distance, s'arrêtait de temps à autre, et, sitôt qu'il était visé, recommençait à fuir. Julien parcourut de cette manière une plaine interminable, puis des monticules de sable, et enfin il se trouva sur un plateau dominant un grand espace de pays. Des pierres plates étaient clairsemées entre des caveaux en ruine. On trébuchait sur des ossements de morts. De place en place, des croix vermoulues se penchaient d'un air lamentable. Mais des formes remuèrent dans l'ombre indécise des tombeaux, et il en surgit des hyènes, tout effarées, pantelantes. Alors attendez, j'ai un appel et j'ai peur que ça fasse des soucis de son. Ok, c'est bon. En faisant claquer leurs ongles sur les dalles, elles vinrent à lui et le flairaient avec un bâillement qui découvrait leurs gencives. Il dégaina son sabre. Elles partirent à la fois dans toutes les directions, et continuant leur galop boiteux et précipité, se perdirent au loin sous un îlot de poussière. Une heure après, il rencontra dans un ravin un taureau furieux, les cornes en avant, et qui grattait le sable avec son pied. Julien lui pointa sa lance sous les fanons. Elle l'éclata, comme si l'animal eût été de bronze. Il ferma les yeux, attendant sa mort. Quand il les rouvrit, le taureau avait disparu. Alors son âme s'affaissa de honte. Un pouvoir supérieur détruisait sa force, et pour s'en retourner chez lui, il rentra dans la forêt. Elle était embarrassée de lianes, et il les coupait avec son sabre quand une fouine glissa brusquement entre ses jambes, une panthère fit un bond par-dessus son épaule, un serpent monta en spirale autour d'un frêne. Il y avait dans son feuillage un chouquin monstrueux qui regardait Julien, et çà et là parurent entre les branches quantité de larges étincelles, comme si le firmament eût fait pleuvoir dans la forêt toutes ses étoiles. C'étaient des yeux d'animaux, des chats sauvages, des écureuils, des hiboux, des perroquets, des singes. Julien darda contre eux ses flèches. Les flèches, avec leurs plumes, se posaient sur les feuilles comme des papillons blancs. Il leur jeta des pierres. Les pierres, sans rien toucher, retombaient. Il se maudit, aurait voulu se battre, hurla des imprécations, étouffé de rage. Et tous les animaux qu'il avait poursuivis se représentèrent, faisant autour de lui un cercle étroit. Les uns étaient assis sur leur croupe, les autres dressés de toute leur taille. Il restait au milieu, glacé de terreur, incapable du moindre mouvement. Par un effort suprême de sa volonté, il fit un pas. Ceux qui perchaient sur les arbres ouvrirent leurs ailes, ceux qui foulaient le sol déplacèrent leurs membres, et tous l'accompagnaient. Les hyènes marchaient devant lui, le loup et le sanglier par derrière. Le taureau à sa droite balançait la tête, et à sa gauche, le serpent ondulait dans les herbes, tandis que la panthère, bombant son dos, avançait à pas de velours et à grandes enjambées. Il allait le plus lentement possible pour ne pas les irriter, et il voyait sortir de la profondeur des buissons des porcs-épics, des renards, des vipères, des chacals et des ours. Julien se mit à courir. Ils coururent.
Le serpent sifflait, les bêtes puantes bavaient. Le sanglier lui frottait les talons avec ses défenses, le loup l'intérieur des mains avec les poils de son museau. Les singes le pinçaient en grimaçant, la fouine se roulait sur ses pieds. Un ours d'un revers de patte lui enleva son chapeau, et la panthère dédaigneusement laissa tomber une flèche qu'elle portait à sa gueule. Une ironie perçait dans leurs allures sournoises. Tout en l'observant du coin de leurs prunelles, ils semblaient méditer un plan de vengeance, et assourdis par le bourdonnement des insectes, battus par des queues d'oiseaux, suffoqués par des haleines, ils marchaient les bras tendus et les paupières closes comme un aveugle, sans même avoir la force de crier grâce. Le chant d'un coq vibra dans l'air, d'autres y répondirent, c'était le jour, et il reconnut, au-delà des orangers, le faîte de son palais. Puis, au bord d'un champ, il vit, à 3 pas d'intervalle, des perdrix rouges qui voletaient dans les chaumes. Il dégrafa son manteau et l'abattit sur elle comme un filet. Quand il les eut découvertes, il n'en trouva qu'une seule, et morte depuis longtemps, pourrie. Cette déception l'exaspéra plus que toutes les autres. Sa soif de carnage le reprenait. Les bêtes manquant, il aurait voulu massacrer des hommes. Il gravit les 3 terrasses, enfonça la porte d'un coup de poing, mais au bas de l'escalier, le souvenir de sa chère femme détendit son cœur. Elle dormait sans doute, et il allait la surprendre. Ayant retiré ses sandales, il tourna doucement la serrure, et entra. Les vitraux garnis de plomb obscurcissaient la pâleur de l'aube. Julien se prit les pieds dans des vêtements, par terre. Un peu plus loin, il heurta une crédence encore chargée de vaisselle. Sans doute elle aura mangé, se dit-il, et il avançait vers le lit, perdu dans les ténèbres au fond de la chambre. Quand il fut au bord, afin d'embrasser sa femme, il se pencha sur l'oreiller où les 2 têtes reposaient l'une près de l'autre. Alors, il sentit contre sa bouche l'impression d'une barbe. Il se recula, croyant devenir fou. Mais il revint près du lit, et ses doigts, en palpant, rencontrèrent des cheveux qui étaient très longs. Pour se convaincre de son erreur, il repassa lentement la main sur l'oreiller. C'était bien une barbe, cette fois, et un homme couché avec sa femme. Éclatant d'une colère démesurée, il bondit sur eux à coups de poignard, et il trépignait, écumé, avec des hurlements de bêtes fauves. Puis il s'arrêta. Les morts, percés au cœur, n'avaient même pas bougé. Il écoutait attentivement leurs 2 râles presque égaux, et à mesure qu'ils s'affaiblissaient, un autre, tout au loin, les continuait. Incertaine d'abord, cette voix plaintive longuement poussée se rapprochait, s'enfla, devint cruelle, et il reconnut, terrifié, le bramement du grand cerf noir. Et comme il se retournait, il crut voir dans l'encadrement de la porte le fantôme de sa femme, une lumière à la main. Le tapage du meurtre l'avait attirée. D'un large coup d'œil, elle comprit tout, et s'enfuyant d'horreur, laissa tomber son flambeau. Il le ramassa. Son père et sa mère étaient devant lui, étendus sur le dos avec un trou dans la poitrine, et leur visage, d'une majestueuse douceur, avait l'air de garder comme un secret éternel. Des éclaboussures et des flaques de sang s'étalaient au milieu de leur peau blanche, sur les draps du lit, par terre, le long d'un Christ d'ivoire suspendu dans l'alcôve. Le reflet écarlate du vitrail, alors frappé par le soleil, éclairait ces taches rouges et en jetait de plus nombreuses dans tout l'appartement. Julien marcha vers les 2 morts en se disant, en voulant croire, que cela n'était pas possible, qu'il s'était trompé, qu'il y a parfois des ressemblances inexplicables. Enfin, il se baissa légèrement pour voir de tout près le vieillard, et il aperçut, entre ses paupières mal fermées, une prunelle éteinte qui le brûla comme du feu. Puis il se porta de l'autre côté de la couche, occupé par l'autre corps, dont les cheveux blancs masquaient une partie de la figure. Julien lui passa les doigts sous ses bandeaux, leva sa tête, et il la regardait en la tenant au bout de son bras roidi, pendant que de l'autre main il s'éclairait avec le flambeau. Des gouttes suintant du matelas tombaient une à une sur le plancher. À la fin du jour, il se présenta devant sa femme, et d'une voix différente de la sienne, il lui commanda premièrement de ne pas lui répondre, de ne pas l'approcher, de ne plus même le regarder, et qu'elle eût à suivre, sous peine de damnation, tous ses ordres qui étaient irrévocables. Les funérailles seraient faites selon les instructions qu'il avait laissées par écrit, sur un prie-dieu dans la chambre des morts. Il lui abandonnait son palais, ses vassaux, tous ses biens, sans même retenir les vêtements de son corps et ses sandales que l'on trouverait au haut de l'escalier. Elle avait obéi à la volonté de Dieu en occasionnant son crime, et devait prier pour son âme puisque désormais il n'existait plus. On enterra les morts avec magnificence, dans l'église d'un monastère à 3 journées du château.
Un moine en cagoule rabattu suivit un moine en cagoule rabattu suivit le cortège loin de tous les autres, sans que personne osât lui parler. Il resta pendant la messe, à plat ventre au milieu du portail, les bras en croix et le front dans la poussière. Après l'ensevelissement, on le vit prendre le chemin qui menait aux montagnes. Il se retourna plusieurs fois et finit par disparaître. 3. Il s'en alla, mendiant sa vie par le monde. Il tendait sa main aux cavaliers sur les routes, avec des génuflexions s'approchait des moissonneurs, ou restait immobile devant la barrière des cours. Et son visage était si triste que jamais on ne lui refusait l'aumône. Par esprit d'humilité, il racontait son histoire. Alors tous s'enfuyaient, en faisant des signes de croix. Dans les villages où il avait déjà passé, sitôt qu'il était reconnu, on fermait les portes, on lui criait des menaces, on lui jetait des pierres. Les plus charitables posaient une écuelle sur le bord de leur fenêtre, puis fermaient l'auvent pour ne pas l'apercevoir. Repoussé de partout, il évita les hommes, et il se nourrit de racines, de plantes, de fruits perdus et de coquillages qu'il cherchait le long des grèves. Quelquefois, au tournant d'une côte, il voyait sous ses yeux une confusion de toits pressés avec des flèches de pierre, des ponts, des tours, des rues noires s'entrecroisant, et d'où montait jusqu'à lui un bourdonnement continuel. Le besoin de se mêler à l'existence des autres le faisait descendre dans la ville, mais l'air bestial des figures, le tapage des métiers, l'indifférence des propos glaçaient son cœur. Les jours de fête, quand le bourdon des cathédrales mettait en joie dès l'aurore le peuple entier, il regardait les habitants sortir de leurs maisons, puis les danses sur les places, les fontaines de cervoise dans les carrefours, les tentures de Damas devant le logis des princes, et le soir venu, par le vitrage des rez-de-chaussée, les longues tables de famille où des aïeux tenaient des petits-enfants sur leurs genoux, des sanglots l'étouffaient, et il s'en retournait vers la campagne. Il contemplait avec des élancements d'amour les poulains dans les herbages, les oiseaux dans leurs nids, les insectes sur les fleurs, tous, à son approche, couraient plus loin, se cachaient effarés, s'envolaient bien vite. Il rechercha les solitudes. Mais le vent apportait à son oreille comme des râles d'agonie. Les larmes de la rosée tombant par terre lui rappelaient d'autres gouttes d'un poids plus lourd. Le soleil, tous les soirs, étalait du sang dans les nuages, et chaque nuit en rêve, son parricide recommençait. Il se fit un cilice avec des pointes de fer. Il monta sur les deux genoux toutes les collines ayant une chapelle à leur sommet. Mais l'impitoyable pensée obscurcissait la splendeur des tabernacles, le torturait à travers les macérations de la pénitence. Il ne se révoltait pas contre Dieu qui lui avait infligé cette action, et pourtant se désespérait de l'avoir pu commettre. Sa propre personne lui faisait tellement horreur qu'espérant s'en délivrer, il l'aventura dans des périls. Il sauva des paralytiques des incendies, des enfants du fond des gouffres. L'abîme le rejetait, les flammes l'épargnaient. Le temps n'apaisa pas sa souffrance, elle devenait intolérable. Il résolut de mourir. Et un jour qu'il se trouvait au bord d'une fontaine, comme il se penchait dessus pour juger de la profondeur de l'eau, il vit paraître en face de lui un vieillard tout décharné, à barbe blanche, et d'un aspect si lamentable qu'il lui fut impossible de retenir ses pleurs. L'autre aussi pleurait. Sans reconnaître son image, Julien se rappelait confusément une figure ressemblant à celle-là. Il poussa un cri. C'était son père, et il ne pensa plus à se tuer. Ainsi, portant le poids de son souvenir, il parcourut beaucoup de pays, et il arriva près d'un fleuve dont la traversée était dangereuse à cause de sa violence et parce qu'il y avait sur les rives une grande étendue de vases. Personne depuis longtemps n'osait plus le passer. Une vieille barque, enfouie à l'arrière, dressait sa proue dans les roseaux. Julien, en l'examinant, découvrit une paire d'avirons, et l'idée lui vint d'employer son existence au service des autres. Il commença par établir sur la berge une manière de chaussée qui permettrait de descendre jusqu'au chenal, et il se brisait les ongles à remuer les pierres énormes, les appuyait contre son ventre pour les transporter, glisser dans la vase, y enfoncer, manqua périr plusieurs fois. Ensuite, il répara le bateau avec des épaves de navires, et il se fit une cahute avec de la terre glaise et des troncs d'arbres. Le passage étant connu, les voyageurs se présentèrent. Ils l'appelaient de l'autre bord en agitant des drapeaux. Julien, bien vite, sautait dans sa barque. Elle était très lourde, et on la surchargeait par toutes sortes de bagages et de fardeaux, sans compter les bêtes de somme qui, ruant de peur, augmentaient l'encombrement. Il ne demandait rien pour sa peine. Quelques-uns lui donnaient des restes de victuailles qu'ils tiraient de leur bissac, ou des habits trop usés dont ils ne voulaient plus. Des brutaux vociféraient des blasphèmes.
Julien les reprenait avec douceur et il ripostait par des injures. Il se contentait de les bénir. Une petite table, un escabeau, un lit de feuilles mortes et trois coupes d'argile, voilà tout ce qu'était son mobilier. Deux trous dans la muraille servaient de fenêtres. D'un côté s'étendaient à perte de vue des plaines stériles, ayant sur leur surface de pâles étangs, çà et là, et le grand fleuve, devant lui, roulait ses flots verdâtres. Au printemps, la terre humide avait une odeur de pourriture, puis un vent désordonné soulevait la poussière en tourbillons. Elle entrait partout, embourbait l'eau, craquait sous les gencives. Un peu plus tard, c'étaient des nuages de moustiques, dont la susurration et les piqûres ne s'arrêtaient ni jour ni nuit. Ensuite, survenaient d'atroces gelées qui donnaient aux choses la rigidité de la pierre et inspiraient un besoin fou de manger de la viande. Des mois s'écoulaient sans que Julien vît personne. Souvent, il fermait les yeux, tâchant par la mémoire de revenir dans sa jeunesse. Et la cour d'un château apparaissait avec des lévriers sur un perron, des valets dans la salle d'armes, et sous un berceau de pampres, un adolescent à cheveux blonds entre un vieillard couvert de fourrure et une dame à grand hénin. Un grand hénin. Tout à coup, les deux cadavres étaient là. Il se jetait à plat ventre sur son lit et répétait en pleurant: Ah, pauvre père, pauvre mère, pauvre mère, et tombait dans un assoupissement où les visions funèbres continuaient. Une nuit qu'il dormait, il crut entendre quelqu'un l'appeler. Il tendit l'oreille et ne distingua que le mugissement des flots. Mais la voix reprit. Julien. Elle venait de l'autre bord, ce qui lui parut extraordinaire vu la largeur du fleuve. Une troisième fois on appela Julien, et cette voix haute avait l'intonation d'une cloche d'église. Ayant allumé sa lanterne, il sortit de la cahute. Un ouragan furieux emplissait la nuit. Les ténèbres étaient profondes, et çà et là déchirées par la blancheur des vagues qui bondissaient. Après une minute d'hésitation, Julien dénoua l'amarre. L'eau tout de suite devint tranquille, la barque glissa dessus et toucha l'autre berge, où un homme attendait. Il était enveloppé d'une toile en lambeaux, la figure pareille à un masque de plâtre et les deux yeux plus rouges que des charbons. En approchant de lui la lanterne, Julien s'aperçut qu'une lèpre hideuse le recouvrait. Cependant, il avait dans son attitude comme une majesté de roi. Dès qu'il entra dans la barque, elle enfonça prodigieusement, écrasée par son poids. Une secousse la remonta, et Julien se mit à ramer. À chaque coup d'aviron, le ressac des flots la soulevait par l'avant. L'eau, plus noire que de l'encre, courait avec furie des deux côtés du bordage. Elle creusait des abîmes, elle faisait des montagnes, et la chaloupe sautait dessus, puis redescendait dans des profondeurs où elle tournoyait, ballottée par le vent. Julien penchait son corps, dépliait les bras, et s'arc-boutant des pieds, se renversait avec une torsion de la taille pour avoir plus de force. La grêle cinglait ses mains, la pluie coulait dans son dos, la violence de l'air l'étouffait. Il s'arrêta. Alors le bateau fut emporté à la dérive. Mais comprenant qu'il s'agissait d'une chose considérable, d'un ordre auquel il ne fallait pas désobéir, il reprit ses avirons, et le claquement des tolets coupait la clameur de la tempête. La petite lanterne brûlait devant lui, des oiseaux en voltant la cachaient par intervalles. Mais toujours il apercevait les prunelles du lépreux qui se tenait debout à l'arrière, immobile comme une colonne. Et cela dura longtemps, très longtemps. Quand ils furent arrivés dans la cahute, Julien ferma la porte, et il le vit siégeant sur l'escabeau. L'espèce de linceul qui le recouvrait était tombé jusqu'à ses hanches, et ses épaules, sa poitrine, ses bras maigres disparaissaient sous des plaques de pustules écailleuses. Des rides énormes labouraient son front. Tel qu'un squelette, il avait un trou à la place du nez, et ses lèvres bleuâtres dégageaient une haleine épaisse, comme du brouillard, et nauséabonde. J'ai faim, dit-il. Julien lui donna ce qu'il possédait, un vieux quartier de lard et les croûtes d'un pain noir. Quand il les eut dévorées, la table, l'écuelle et le manche du couteau portaient les mêmes taches que l'on voyait sur son corps. Ensuite, il dit « J'ai soif ». Julien alla chercher sa cruche, et comme il la prenait, il en sortit un arôme qui dilata son cœur et ses narines. C'était du vin. Quelle trouvaille! Mais le lépreux avança le bras, et d'un trait vida toute la cruche. Puis il dit « J'ai froid ». Julien, avec sa chandelle, enflamma un paquet de fougères au milieu de la cabane. Le lépreux vint s'y chauffer, et accroupi sur les talons, il tremblait de tous ses membres, s'affaiblissant. Ses yeux ne brillaient plus, ses ulcères coulaient, et d'une voix presque éteinte, il murmura « Ton lit ». Julien l'aida doucement à s'y traîner,
et même étendit sur lui pour le couvrir la toile de son bateau. Le lépreux gémissait. Les coins de sa bouche découvraient ses dents. Un râle accéléré lui secouait la poitrine et, en son ventre, à chacune de ses aspirations, se creusait jusqu'aux vertèbres. Puis il ferma les paupières. C'est comme de la glace dans mes os. Viens près de moi. Et Julien, écartant la toile, se coucha sur les feuilles mortes près de lui, côte à côte. Le lépreux tourna la tête. Déshabille-toi, pour que j'aie la chaleur de ton corps. Julien ôta ses vêtements, puis, nu comme au jour de sa naissance, se replaça dans le lit, et il sentait contre sa cuisse la peau du lépreux, plus froide qu'un serpent et rude comme une lime. Il tâchait de l'encourager, et l'autre répondait en haletant. Je vais mourir. Rapproche-toi, réchauffe-moi. Pas avec les mains, non. Toute ta personne. Julien s'étala dessus complètement, bouche contre bouche, poitrine contre poitrine. Alors le lépreux l'étreignit, et ses yeux tout à coup prirent une clarté d'étoile. Ses cheveux s'allongèrent comme les raies du soleil. Le souffle de ses narines avait la douceur des roses. Un nuage dansant s'éleva du foyer. Les flots chantaient. Cependant, une abondance de délices, une joie surhumaine, descendait comme une inondation dans l'âme de Julien pâmé. Et celui dont les bras le serraient toujours grandissait, grandissait, touchant de sa tête et de ses pieds les deux murs de la cabane. Le toit s'envola, le firmament se déployait, et Julien monta vers les espaces bleus, face à face avec notre Seigneur Jésus, qui l'emportait dans le ciel. Et voilà l'histoire de Saint Julien l'Hospitalier, telle à peu près qu'on la trouve sur un vitrail d'église dans mon pays. Et c'est la fin de la nouvelle La légende de Saint Julien l'Hospitalier. Ça sera donc également la fin de ce live. Nous passons à l'outro, les amis. Très intéressant. Très intéressant, j'ai beaucoup apprécié personnellement. Encore une fois, je vais un peu me répéter, mais c'est peut-être un peu moins original que la nouvelle Un cœur simple. Ça se rapproche peut-être de choses qu'on a déjà vues. Il y a des choses un peu téléphonées. Euh, Moi, je trouve que, encore une fois, c'est des règles générales que je me donne à moi-même, entre guillemets, ou que je remarque, etc. Bien entendu, c'est plus complexe que ça, et bien entendu, il y a des exceptions. Mais je trouve qu'en général, pour apprécier un texte, il faut à la fois suffisamment de familier pour pouvoir s'accrocher au truc, et suffisamment d'étrangers, on va dire, d'étrangers ou d'original, pour que ça nous étonne, surprenne, et ainsi de suite. Plaise, en fait, tout simplement. Donc là, forcément, c'est sûr qu'il y a des choses qu'on voit venir, qui sont très téléphonées, mais il y a un certain plaisir aussi, parfois, à voir le récit aller dans ces choses-là. Euh, par exemple, euh, Par exemple, quand il est parti à la chasse, tout de suite, je me suis dit, ok, le fait qu'il soit reparti à la chasse malgré, euh, enfin, sous les, comment dire, sous les, sur les conseils de sa femme, direct, je me suis dit, bon, bah ok, là, ses parents vont mourir, quoi. Donc voilà, il y a des trucs comme ça où il n'y a pas de doute, mais en même temps, en tant que lecteur, il y a un peu un jeu comme ça avec l'auteur, je trouve, de presque un peu de perversité, un truc un peu, voilà, un truc un peu jouissif comme ça de l'auteur qui te dit ah là je te montre et je sais très bien que tu es au courant de ce qui se passe, regarde ce qui est en train de se passer, je vais te montrer quoi. Donc il y a un truc comme ça. Donc voilà, j'ai beaucoup apprécié. Je suis content que tu aies apprécié également, Marie. C'est vrai que la fin était très cool. En fait, c'est ça qui est sympathique, c'est que j'ai vraiment beaucoup de mal. Je suis pas très versé religion chrétienne, tout ça. Je m'y connais pas bien en hagiographie, en vie des saints, même si je pense à peu près voir de quoi il en retourne. J'aurais, comme ça, de prime abord, j'aurais pas l'impression enfin, en tout cas, je connais pas de saint qui aurait eu une attitude aussi catastrophique et qui finalement se repentisse. Parce que là, quand même, il revient de loin, le monsieur, quoi. Il a vraiment. Bon, il a tué ses parents, c'est une chose, mais il a aussi perpétré des carnages contre des animaux et contre des hommes. Enfin voilà, quoi.
Le mec avait l'air un peu fou de sang, quoi. Donc, il revient de très, très loin. Je sais pas s'il y avait des histoires de saints qui revenaient «d'aussi loin» entre guillemets, même si forcément j'imagine que des histoires de rédemption, il y en avait des tas. Ça ferait sens avec la religion chrétienne, j'imagine. Mais, ouais, je sais pas en fait à quel point Gustave Flaubert met sa patte là-dedans ou non, en fait, c'est ça le truc. C'est ça le truc. Est-ce que je peux regarder vite fait sur internet? Mmh, apparemment Saint-Julien l'Hospitalier est le patron des charpentiers, des hôteliers et des passeurs. Et sa légende aurait été largement diffusée au Moyen Âge par la populaire «Légende dorée» de Jacques de Voragine. Hem, OK. Bon, là, avec le court, comment dire? Le court, résumé que je vois sur Wikipédia concernant le récit légendaire qui était raconté au Moyen Âge, ça a l'air de vraiment, vraiment bien correspondre à l'histoire d'origine. Donc du coup, je me demande quel est vraiment l'ajout de Flaubert. Est-ce que, entre guillemets, ce n'est que, bah, raconté dans son style, quoi. Raconté dans son style littéraire et puis dans son style tout court. Hem, je regarde vite fait si je trouve pas d'autres informations, mais pas l'impression, pas l'impression. Mmh, je vois des commentaires, par exemple, sur l'interprétation de ces textes par Samuel de Sassy, qui dit que les 3 contes résument tout l'art flaubertien. Dans Un cœur simple, c'est le psychologue intimiste. OK. Je vois en quoi ça part dans la psychologie intimiste, mais moi je trouve que c'est pas si bien fait que ça, j'avoue pour le coup. Bref, admettons, c'est mon goût. Et pour Saint-Julien, on nous dit l'amateur de fables et de surnaturel. Bah voilà, c'est ça. Je trouvais vraiment qu'il y avait un aspect fable et conte merveilleux quand même. Un côté même très onirique en fait, avec les différentes visions, apparitions. Euh, D'ailleurs, je trouve que c'est ça aussi que j'ai peut-être préféré à la première nouvelle de Flaubert, ou même à la lecture de Salammbô que j'avais fait il y a de cela des années, c'est que son style, je le trouve pas très spécifique à lui. Je trouve pas qu'il a un style très propre en fait. Comment dire? Il n'y a pas une formation de phrases ou des figures de style où je me dis ah oui ça c'est Flaubert, il écrit comme ça. Je trouve pas son style très reconnaissable. Et je le trouve pas particulièrement agréable. Non pas qu'il soit désagréable, mais je le trouve plutôt quelconque, on va dire. Là, justement, peut-être à cause de la forme choisie, de la légende et ainsi de suite, je trouve que c'était beaucoup plus agréable et que les constructions de ces phrases, je les ai repérées similaires aux constructions de phrases dans Un cœur simple, par exemple. Je trouve qu'il a une manière quand même un peu parfois singulière, on va dire. Donc voilà, il a quand même du style, mais il a parfois une manière un peu singulière d'enchaîner les phrases, les prépositions avec des virgules, de les juxtaposer. Euh, et puis, beaucoup, beaucoup d'utilisation de points-virgules, beaucoup d'utilisation de un début de phrase, une préposition, puis le verbe qui se rapporte au début de phrase. Donc voilà, il a quelques formes comme ça, purement syntaxiques qui reviennent. Mais autant dans Un cœur simple, j'ai pas trouvé ça d'un intérêt dingue. Autant dans la légende de Saint Julien, je trouve que ça pouvait apporter quelque chose d'un peu épique parfois. Un peu épique, un peu onirique. Encore une fois, euh, encore une fois, ça fait un large spectre et en même temps ça se rejoint un peu, hein, j'ai envie de dire. Les œuvres de l'Antiquité, du Moyen Âge, les contes, tout ça, les fables et ainsi de suite, les prophéties, tout ça peut se rejoindre très largement. Mais c'est vrai que je me serais pas attendu, personnellement, parce que je connais pas son œuvre très bien à Flaubert, je me serais pas attendu à des éléments surnaturels, à des éléments, de la fable, de l'onirisme
Et ça, j'ai bien aimé. Ça, je trouve que c'était bien géré et bien écrit. Je suis bien entré dans ces passages. Je trouve que les paragraphes où il y avait des apparitions, notamment, ou l'animal qui commence à parler, ou tous les animaux, ça c'est une scène que j'ai beaucoup aimée, tous les animaux qui se forment en assemblée autour de Julien, puis qui commencent à courir avec lui, et ainsi de suite. Tout ça, j'ai trouvé ça vachement bien écrit pour le coup, parce que je trouvais que c'était quelque part très cinématographique. On imaginait vachement la scène, et ça faisait vachement scène qu'on aurait pu avoir dans un, un dessin animé à un moment un peu épique, mystique, ou un film, en fait, tout simplement, en fait, hein. Je dis dessin animé, je pense à cause des animaux, mais même dans un film, en fait, ça serait possible. Mais voilà, une espèce de, comment dire, de grandeur comme ça, d'allure mystique à des grands événements étranges. Ça, j'ai bien aimé. Euh, du coup, je vois ce que dit Samuel de Sassy sur Wikipédia, de l'art flaubertien qui serait contenu dans Hérodias, donc la dernière nouvelle que nous aurons à lire de lui. Je vous avoue que ça me fait très peur pour le live prochain parce que ce qui est décrit me donne absolument pas envie de lire. Je vous en dis pas plus, je veux pas vous spoil. Euh, alors. Oh, intéressant. Apparemment, il y a une interprétation qui peut prêter à critique, mais néanmoins intéressante, qui est celle de la Sainte Trinité. Comme quoi Saint Julien, ça s'attache à la figure des parents, et en particulier du Père. Hérodias insiste sur l'image du Fils, et un cœur simple s'attache à l'image du perroquet, l'unique ami de Félicité, qui se rapproche du Saint-Esprit. C'est vrai, enfin, en tout cas, on n'a pas encore lu Hérodias, mais c'est vrai que pour le moment, ça ferait sens, je trouve, avec ce qu'on a lu. Euh, et d'ailleurs, je me demande à quel point, parce que je sais plus trop comment, dans des vidéos, j'ai vu ça, et j'en avais déjà parlé la dernière fois, que Flaubert était un... Flaubert, a priori, venait vraiment de la haute, entre guillemets. Flaubert venait vraiment d'un milieu très bourgeois, etc., je crois. En lisant ces deux textes-là, je me dis, est-ce qu'il vient d'un milieu aussi très croyant? Parce que c'est vrai que ça a été assez prépondérant, assez présent dans les deux nouvelles que j'ai déjà lues. Je ne sais point. Euh, la seule chose que j'avais lue de Flaubert était sa correspondance, une compilation en livre de poche, et c'est très très bien. Ah, ok. J'avoue que les correspondances, c'est vraiment un genre sur lequel je suis pas très axé, que j'ai pas trop exploré. Ça serait intéressant peut-être de lire ça. Ah si, je l'ai fait une fois, j'ai fait les lettres à un jeune poète de Rainer, c'est comment déjà? Rilke? Rainer Maria Rilke. Donc j'ai fait les lettres à un jeune poète il y a pas si longtemps, c'était cool. Mais c'est vrai que le genre des correspondances, c'est pas un genre que j'ai beaucoup lu dans ma vie, en fait, finalement. Ça pourrait être une piste pour de prochaines lectures en live. Merci de me faire penser à ça, Marie. Hmm, à voir. En tout cas, Flaubert remonte un peu dans mon estime, si je peux dire. Et donc, ok, je suis plus enclin potentiellement à en découvrir davantage de lui. Là où à la fin de la première nouvelle, je disais, ok, j'ai plus envie de, j'ai plus envie d'essayer avant au moins un an, je pense facilement. Ok, peut-être essayer cette année de retourner vers du Flaubert. Bon, après, il y a aussi plein d'autres choses à découvrir, donc c'est pas uniquement par rapport à mon appréciation de Flaubert, c'est aussi parce que j'ai envie de découvrir d'autres choses. Mais si la nouvelle Hérodias me laisse à peu près la même impression, il n'est pas exclu qu'on reparte sur du Flaubert dans l'année potentiellement. 800 pages de correspondance, non là là. Imaginez. C'est fou quand même. En fait, je me dis c'est fou, et en même temps, quand je vois la longueur des discussions que j'ai avec certaines personnes,
Je me dis: «Bah, ouais, c'est logique, à notre époque, c'est par SMS, par messagerie instantanée et tout», mais ouais, à une époque où il y aurait eu que des lettres. Enfin bref, c'était un plaisir d'avoir fait ce live en votre compagnie. Merci Marie de m'avoir accompagné de bout en bout, c'est super gentil. D'ailleurs, merci à tous ceux qui ont follow pendant que j'étais en off. D'ailleurs, je pourrais dire ça de beaucoup, beaucoup de gens parce que ça fait, bah, longtemps en fait. Donc, merci à Nao Cravero, Ample, Beastie, Boo, Tournesol Trifon, The Bunker, NRS, Marie, Fran la Tortue et Sarrazine. Sarrazine. Ah ok, d'accord, j'ai compris le jeu de mots. Bref, merci à tous et à toutes. La troisième et dernière nouvelle Hérodias très bientôt. En attendant, si vous m'avez suivi sur YouTube, n'hésitez pas à laisser un like ou un dislike selon votre appréciation de la vidéo, à laisser un commentaire. Je regarde très brièvement Hérodias. Hérodias, on est sur 108, donc on est sur 33 pages. Bon, c'est à peu près kiff-kiff avec ce que j'ai lu aujourd'hui. Donc ça se fait facilement. Ça se fait facilement. Je vais essayer de pas trop reporter le live, le faire relativement vite, pour pas laisser courir sur trop long. Et après cela, je suis quasiment certain qu'on enchaînera avec les voyages de Gulliver parce que ça me fait pas mal de l'œil, j'avoue. En tout cas, en ce moment, ça me donne bien envie. Voilà, voilà. Je vous souhaite à tous et à toutes une bonne fin de journée. Secrétaire, tu as le chic pour arriver pile au moment où je m'en vais à chaque fois, c'est formidable. En tout cas, coucou, j'espère que tu vas bien. Je vous souhaite une bonne fin de journée à tous et à toutes, et vous dis à très vite pour la rediff sur YouTube, pour la suite des lectures et tutti quanti. De toute façon, je vous tiens au réseau, je vous tiens au courant sur les réseaux. À très bientôt, des bisous, bye bye.